Eh ben salut, aujourd'hui on est vendredi 5 septembre. Euh, Vendredi c'est le jour de Vénus, c'est le jour de l'amour. Le 5 c'est le jour du pape, c'est le jour du hiérophante. Alors, euh, c'est pas compatible tellement, malgré tout ce qu'on peut en penser, cette histoire de Vénus qui a une connotation quand même... ou alors c'est moi qui suis déformée, hein, mais voilà, Vénus, l'amour, côté romantique, tu vois, quelque chose de libre, euh, pas forcément spécifiquement, tu vois, codifié. Le pape, il implique comme ça des règles, des serments, des autorisations. Je te dis ça parce que, en fait, dans tout ce que je regarde, du coup, je suis amenée à regarder un peu des vieux documents, des trucs un peu anciens, ou à écouter un peu des choses, parce que justement, voilà, je fouille dans le passé des indices, des choses comme ça qui pourraient m'informer. Voilà, tu sais, je cherche les dissonances, justement, les petits trucs un peu qui coïncident pas, qui vont pas bien. Tu vois, quand tu cherches à comprendre, tu attends une logique, tu vois. Et puis il y a des choses comme ça qui te font tiquer. Et ben, il n'y a pas très longtemps, dans ce que j'écoutais, alors, te dire à quel siècle on se rapporte. Moi, je te dirais 15e siècle, 1400 et quelques, un truc comme ça. Qu'en fait, il n'y avait pas euh, autant d'écrits que maintenant. Et en fait, le type disait que on pouvait se marier, si tu veux. On se disait, tiens, euh, moi je veux me marier avec toi, est-ce que tu veux te marier avec moi? Oui, oui, bah ça y est, on était mariés, tu vois. Il y avait un côté comme ça. Bon, ben voilà, tu vois. Sur le point de vue, au final, que tu le dises devant quelqu'un ou que tu te le dises entre toi et toi, finalement, qu'est-ce que ça change, tu vois, si vraiment ce qui compte, c'est toi, l'autre et la divinité, au final. Hein, ça... Mais parce que du coup, il a fallu codifier tout ça. Est-ce qu'on en est sûr? Ah ouais, c'était parce que c'était ça ce que j'écoutais. Je me souviens maintenant. C'est parce que justement, ça parlait de cette histoire-là, que à partir du moment où on a codifié le mariage, il fallait que le couple marié, que la femme soit vierge et qu'il y ait du sang et que du coup, il y avait des gens qui assistaient au mariage ou alors qui faisaient, qui vérifiaient s'il y avait bien la tache de sang de l'hymen rompu de la nana. Et que du coup, si ça y était pas et si on n'était pas forcément sûr que ça y soit, et ben on se gardait une petite fiole comme ça de sang qu'on mettait sur le drap pour mettre tout le monde d'accord et pour valider, si tu veux, l'union. Voilà, ça parlait que on n'était pas dans des questions d'amour en fait, on était dans des questions. Ça a commencé à devenir les unions, ont commencé à devenir des unions de convenance et de, et de lignée, de tradition, tu vois, des choses comme ça. Et c'est pour ça que je te disais qu'à un moment, il disait, bah oui, bah avant cette époque-là, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois, ça m'a assez étonnée. C'est pour ça que je te dis, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, du coup, voilà, je te dis, voilà, cette façon d'aimer, cet amour tendre, romantique, et tu vois, qui pourrait prendre son temps pour trouver la bonne personne. Tu vois, qui serait pas. Voilà, est-ce qu'on se plaît? Est-ce qu'on a envie de rester.
le reste de ses jours ensemble, ou en tout cas ce qu'on croit qu'il sera le reste de ses jours, tu vois, d'avoir cette envie-là, comparé à une institution qui va venir régler tout ça entre familles, ou tu vois, se mettre d'accord pour faire des mariages arrangés, comme on dit, tu vois, comme des rhums arrangés, sauf que c'est pas du rhum. C'est ouais, plus des contrats de fusion-acquisition, j'ai envie de te dire, si on prend les termes actuels, tu vois, économiques, plutôt que de fusion des cœurs, quoi, hein, clairement, concrètement. Donc, euh, et pourtant, et pourtant, c'est là où c'est quand même pas tellement... Ça semble paradoxal au final. Parce qu'on te dit, oui, Dieu est amour. Et tu vois bien, enfin, bah, si tu veux me faire un commentaire, là, pour le coup, tu me diras, mais tu vois, Vénus et le pape, tu te dis, bah, tiens, c'est pas compatible. Tu vois, et pour le coup, c'est un peu étonnant, c'est un peu choquant, c'est un peu dérangeant. Euh, pourquoi ça part sur ça? Parce que je sais pas si je vais réussir à... Si, je vais réussir. Parce que voilà, dans toutes mes pérégrinations de ces derniers jours, euh, tu sais, j'aboutis à des espèces de drôles de conclusions. C'est pour ça que je t'ai sorti mon bouquin des arts des Shipibo Konibo qui est là. Parce qu'au fait, en fin de compte, je me dis, mais tu vois, ces mecs-là, au fond de leur forêt amazonienne, au contact de rien ni personne, c'est des tribus qui vivent au bord des rivières, dans ce genre de hutte collective, là, tu vois, encore maintenant, hein, qui se font des colliers avec des graines et qui peignent, qui dessinent, qui se soignent avec les plantes, qui dessinent leur vision sur sur des tentures comme ça, comme celle qu'on a là, que j'ai achetée dans un truc. Elle vient directement hein, de l'Amazonie, cette tenture-là. Tu vois, ils dessinent comme ça, donc ils se soignent avec des plantes, ils s'élèvent, ils ont une vie spirituelle vraiment très très connectée. Hein. Alors, pour le coup, c'est ça que je te dis, c'est que ils n'ont pas cet intermédiaire. Hein. Ils ont pas le Gugus qui est là. Eux, ils y vont directement, si tu veux parler avec les plantes, avec les animaux, avec l'univers, quoi. C'est une connexion directe. Alors évidemment qu'ils ont quand même un guide spirituel, en tout cas une aide, un curandero, hein. On va te dire un guérisseur, mais je pourrais te dire plutôt oui, un accompagnateur en fait, un accompagnateur, un facilitateur, comme on dit maintenant sur les trucs. Enfin, voilà, quelqu'un qui t'emmène et qui te ramène à bon port sur, dans notre réalité, ok? On part s'ouvrir à d'autres réalités et puis on revient dans notre réalité vivre. Et on parle de ça. C'est de ça dont il s'agit. Pourtant, tu vois, on voit bien que ce genre de dessin, ça pourrait se rapporter à des choses qui semblent assez mystérieuses, aussi mystérieuses que pourrait l'être l'alchimie, euh, aussi bizarroïdes que pourrait être une comptine d'enfants ou un conte pour enfants, qui sont quand même assez... c'est quand même assez particulier. Enfin, moi, du coup, je me suis souvenu de ce que j'écoutais, de ce qui était les livres de quand j'étais petite pour m'endormir. Et j'en avais un notamment. Bon, moi je viens de Nancy, donc tu sais, à Nancy, dans l'Est, il y a beaucoup la tradition de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, on te dit que quoi? Qu'il était en voyage, il revenait de je sais plus où, et puis qu'il s'est arrêté, qu'il a trouvé asile chez un boucher quand il lui a servi un repas, il a dit ah non, non, vas-y, je veux pas ça, donne-moi ce que tu gardes dans ton saloir. Ah, vous savez. Et en fait, comment il savait?
On sait pas trop, mais c'est parce que c'était un saint, Saint-Nicolas. Et en fait, qu'est-ce qu'il gardait dans son saloir, le fameux boucher? Eh ben, il avait découpé des petits enfants et qu'il les avait mis en salaison, tu vois, comme des jambons. Voilà. Et que du coup, bon ben, il s'était fait un peu bien avoir, hein, le méchant boucher, mais ça, on s'occupe pas de trop ce qui s'est passé pour le boucher, mais ce qu'on sait, c'est que Saint-Nicolas a ressuscité les petits-enfants, et que, voilà, et que du coup, on faisait des processions chaque année, et en plus, comme moi j'étais dans l'organisation de ce cher monsieur, euh, on suivait le machin, et t'avais le père Fouettard, donc t'avais le gentil Saint-Nicolas, le gentil Saint-Nicolas qui ressemble à lui, hein, en gros, entre guillemets, hein, tu vois, c'était à peu près ça. Sauf que là, sa crosse, elle était ronde. Et le gentil Saint-Nicolas, il nous lançait des bonbons, c'était trop cool, mais si on n'était pas cool, eh ben, il y avait le père Fouettard qui était là pour fouetter les enfants au passage et leur faire peur, etc. Euh, donc, il fallait être sage, tu vois, t'as compris l'affaire. Mais bon, la menace, elle était quand même, tu vois, c'est quand même. Bon, bah, tu vois, tout le monde. Bon, c'est. Ah, bah, Saint-Nicolas, bah, du coup, c'est cool. Il y a un peu fête, il y a carnaval, enfin, il y a procession. On va le soir avec des chandelles, avec des machins. L'autre, il nous balance des bons becs. C'est cool, tu vois. C'était le Noël, en fait. Dans les pays comme ça, de tradition germanique, le Saint-Nicolas, c'était le Noël. Santa Claus. Santa Claus, c'est Santa Nicolas. Et Santa Claus, c'est Noël. C'est Père Noël. Il y avait ça, mon petit A, truc commun comme ça, collectif. Et puis moi, perso, tu vois, chez ma grand-mère, j'avais un truc qui nous disait qu'il y avait des gens comme ça, des parents, bah, ils étaient si pauvres qu'ils avaient 7 enfants. Et puis qu'ils pouvaient pas, c'était l'hiver, ils pouvaient pas les nourrir. Et que du coup, ben, ils avaient décidé de, plutôt que de les voir mourir de faim dans leur hutte, tu vois, leur hutte comme ça, là, et ben, ils préféraient aller les perdre dans la forêt. Tu sais, l'histoire du petit pousset, là, les trucs comme ça. Et que le petit pousset, ben, justement, il avait entendu que on voulait les perdre et que du coup, il avait gardé son petit bout de pain. Et quand ils sont allés faire ramasser du bois dans la forêt, ben, en revenant, enfin, il avait émietté son pain. Euh, Et puis qu'en fait, il avait émietté son pain, mais il s'était retrouvé tout comme un con parce que tous les oiseaux, ils avaient bouffé ses bouts de pain et que du coup, il n'arrivait pas à retourner chez eux. Mais heureusement, je crois que c'est ce jour-là, les parents, ils arrivaient pas à se résoudre à abandonner leurs enfants. Donc finalement, bon, bah, ça s'est bien passé, ils sont tous retournés avec leurs parents à la maison comme si de rien n'était. Et il me semble que le petit Pousset, il avait dit à ses frères et sœurs, ah, ils veulent nous perdre, ils veulent nous perdre, ils veulent nous perdre. Ils avaient dit non, mais on te croit pas. Il n'avait pas cru. Et puis, quelques temps après, ben, c'était de nouveau pas facile pour nourrir les gosses. Et que du coup, euh, le petit Pousset, il avait entendu à nouveau les parents dire, bon, bah, ce coup-là, on peut pas y échapper, on peut pas y couper, on va pas, voilà, donc on va les laisser dans la forêt. Et du coup, comme il avait appris de son histoire, et ben là, au lieu de prendre du pain, il avait pris des petits cailloux, et que du coup, bon, ils ont été quand même perdus dans la forêt. Et, attends, je sais pas si je te le mixe avec une autre. Bref, en tout cas, moi, il y a eu le coup du petit poussé. Bon, déjà, tu vois bien que c'est pas cool. Déjà, hein, les gamins, les perdent dans la forêt. Mais en tout cas, moi, je me souviens d'un truc où les fameux gamins, ils se retrouvent la nuit dans la forêt, dans le noir, et c'était un livre qui était fait dans les années 70. Du coup, c'était des vraies photos. C'est pas des dessins, c'était des vraies photos. Tu vois, c'était un truc. Et que là, ils se retrouvent la nuit, ils ont peur, ils ont froid, ils ont faim, et ils voient une lumière. Et du coup, ils s'approchent de la lumière, ils voient, et c'est une petite chaumière, ils toquent, on leur ouvre, et c'est un couple qui est là et qui a 7 petites filles. Et eux, ils sont 7 petits garçons, tu vois. Et du coup, ah, bah, entrez les pauvres enfants, venez, on va vous donner à manger et tout. Très bien. Alors ils sont contents, ils mangent. Ah, bah, justement, tiens, regarde, c'est bizarre. On va vous mettre dans la même chambre que nos 7 filles, tu vois, on a un autre lit. Et donc,
tu les vois qui finalement couchent les 7 gamines dans un lit, les 7 gamins à côté, et puis le fameux petit poussé qui est toujours un peu... qui, tu vois, qui se méfie un peu de toutes les affaires, qui va écouter au truc, et là il entend qu'effectivement bah, ils sont tombés dans la maison des ogres, et qu'ils vont en profiter cette nuit que tout le monde dort, pour aller trucider les petits gars. Ça fera à bouffer pour leurs petites ogresses. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait, le petit poussé? C'est que les 7 gamines, elles ont des petits bérets de filles, et eux, ils ont tous leurs petits bonnets de garçons. Et en fait, dans la nuit, il échange les bonnets des petites filles et les bonnets des petits garçons. Et tant et si bien que le matin, aux premières lueurs, il réveille les frangins et il se barre. Et, euh, et évidemment, bah, le papa ogre, il est venu et la nuit, il a tâté. Il voulait pas réveiller ses filles, il a tâté comme ça, et, au bonnet. Et en fait, il vient de trucider ses 7 gosses. Ses 7 petites filles, tu vois, tranquille. Et donc, bon, bah, on sait pas trop, mais en plus, du coup, comme il avait balancé ses petits cailloux, le lendemain, finalement, les gamins retrouvent leur chemin, et finalement, leurs parents sont hyper contents qu'ils aient retrouvé leur chemin, parce que quand même, c'était pas cool d'avoir comme ça abandonné leurs gamins, quoi. Donc, ils leur referont plus, ça leur a servi de leçon, etc. Et donc, tout est bien qui finit bien. Tout ça pour te dire que ce genre d'histoire, quand même, où on te parle de loups, tu sais, de gosses. Voilà, il n'y avait pas de loup dans ce que je te dis, mais bon, déjà Saint-Nicolas, c'est déjà quand même quelque chose, quoi. Comme on dit en Lorraine, quelque chose, quoi. Et bah, moi j'avais cette histoire de. Ouais, si, c'est le petit pousset, en fait. Tout simplement, c'est le petit pousset, cette histoire. Mais bon, moi c'était des vraies photos, c'était des, tu vois, des vrais gamins. C'était quand même assez saisissant l'affaire, quoi. Et ben, je sais pas, tu vois, j'écoute des trucs sur la mythologie, bon, j'étais sur Zeus la dernière fois. T'écoutes Lycaon, même, tu vois, sur les religions, tu te demandes les sacrifices de sang, les sacrifices tu vois, de découper des animaux, découper des gens, concrètement. C'est ça qui est demandé, tu vois, et on est finalement plongé dans ça. Et d'autant plus, je te dis, avec la religion catholique, parce que je suis partie sur ça. L'histoire de Saint-Nicolas, c'est la première histoire que j'ai racontée. C'est la première chose à laquelle j'ai été confrontée toute petite. Tu vois, à Saint-Nicolas, tu y vas depuis que t'es petit dans la poussette, tout le monde fait Saint-Nicolas. Bon, moi, en plus, mon frère s'appelle Nicolas. Donc, c'est quoi l'histoire de Saint-Nicolas? Bon, tu vois. Et au final, ça choque personne. Tu vas à l'église, on te dit quand même, on te fait prêter des serments en te disant euh, que l'autre il s'est sacrifié, buvait c'est son sang, mangeait c'est son corps. Tu vois? C'est quand même chelou. Et t'es tellement plongé comme ça depuis petite, tu te dis, mais tu sais, on te dit, ouais, c'est des images, c'est des expressions, c'est des trucs, mais quand même, c'est quand même des drôles d'expressions, c'est quand même des drôles d'images, c'est quand même des drôles d'envie. Je te continue tout ça là, parce que c'est quand même assez sanguinolent, c'est quand même assez violent. Alors, ok, Saint-Nicolas, il vient et il ressuscite les gosses, mais bon, hum, heureusement qu'il est là, tu vois. Et quelque part, ça te fait dire aussi, bon ben, en te montrant une peur, on te dit, bah lui te protège, tu vois, entre guillemets, lui te protège. Ah, ok, bon, ah bah. Mais, tu vois, pareil, petite, on était parti en Tunisie, et à un moment, on avait fait un petit truc dans le désert, comme ça, une petite excursion en bidule, et moi, je cherchais mes parents, je sais pas ce que je foutais encore. Et vas-y, que je me retrouve évidemment à passer la tête dans un petit coin juste au moment où ils sont en train d'égorger le mouton. Tu vois, t'as 8 ans ou 7 ans, ou je sais plus, 9 ans, 10 ans, un truc comme ça, j'étais pas bien vieille. Après, je suis allée au Népal, je suis tombée sur les fêtes de Kali. Pareil, Kali.
et vas-y, que tout le monde y va de son égorgeage de trucs, et de filer du sang, et du sang, et du sang. Bon, d'accord. Et tout ça pour te dire qu'on est... c'est des drôles d'offrandes quand même, tu vois. Plus tard, je suis allée au truc bouddhiste et tout, alors je savais pas. On devait apporter des offrandes, c'est la première fois, je savais pas. Fallait apporter du riz, des trucs comme ça. Moi, j'avais apporté du riz pas cuit et j'étais mort de rire parce qu'en arrivant, évidemment, il faut apporter du riz cuit. Il faut s'imaginer que les esprits sont comme toi et moi et que ils vont pas se nourrir de l'ingrédient même, mais tu sais, de se faire croire qu'ils sont peut-être encore vivants et qu'ils sont à la même table que toi et qu'ils mangent comme toi. Donc toi tu vas pas manger du riz pas cuit, donc ils vont pas manger le riz pas cuit non plus. Bon bref, je les fais plus ça. Mais voilà, ça partait d'une bonne intention, c'est pas grave. Tout ça pour te dire que au final on vit dans un espèce de monde comme ça qui est, tu sais, qui est ultra... c'est violent, c'est ultra violent. Mais c'est comme si on avait... tu vois, ça fait tellement longtemps qu'on raconte ce genre de truc mais ça perdure quand même. Bon, je te passe les contes de Grimm avec l'autre... un peu la même histoire, là. Comment elle s'appelle comment il s'appelle ce conte, là Merde, putain. Où ils arrivent et... dans la maison tout en paix d'épices et tout en biscuits et tout en machin et qu'en fait elle veut les garder, les engraisser pour les manger. C'est la même affaire, hein, c'est la même chose là. Euh, Oh merde, ça m'échappe. Bref, tout ça pour te dire que euh, on est dans un monde, ça va rejoindre ce que je te disais déjà la dernière fois, c'est que euh, hmm, tout ça est banalisé. On n'est pas amené à remettre, tu vois, c'est tellement gros que euh, on dit, bon, tu sais, on se pose pas la question de où ça vient en fait. D'où ça vient ce truc? D'où ça vient ces histoires? Euh, quel est le, quel est l'objectif pour une divinité de, de voir le sang couler? Tu vois ce que je veux dire? Euh, alors, on va reparler, on va revenir je te parle d'histoire, de faits concrets. Dans les dynasties, la 18e dynastie, donc bien avant Jésus-Christ, hein, 18e dynastie d'Égypte, il y a finalement euh, Amenhotep IV qui arrive sur le trône, celui qui était marié avec Néfertiti. Et lui, il était jeune, c'était pas lui qui devait être roi, mais bon, finalement, qui devait être pharaon, finalement. Son frère étant mort, c'est tombé sur lui. Et ok, donc il n'avait pas été préparé, si tu veux, spécifiquement au business. Et donc il devient pharaon et tout ça. Et puis lui, il s'aime avec sa femme, avec Néfertiti et tout. Et lui, il se dit, mais moi, j'en peux plus, en fait. J'en peux plus de voir tout ce sang de bélier couler comme ça. Euh, euh, J'en peux plus d'être coincé avec ces prêtres-là qui s'enrichissent, en fait, sous prétexte de faire des sacrifices et des offrandes aux dieux, et ben eux-mêmes s'enrichissent à mort, tu vois. Et en plus, c'est un peu un contre-pouvoir, parce que du coup, comme ils font peur à toute la population, et s'ils décident à un moment, tu vois, c'est ce que je te disais la dernière fois, ils sont de droit divin, entre guillemets, mais ce n'est que des hommes, enfin... En tout cas, voilà, ils ont cette apparence d'humain. Et il dit, bon, bah maintenant, stop. On va arrêter
ces histoires, j'en peux plus du sang, j'en peux plus de ces sacrifices, j'en peux plus du trafic aussi avec euh, tu vois, avec les prêtresses, les machins, enfin, tu vois, tout le côté un peu, ben voilà, hein, sexe, sang, richesse, tout ça pour des offrandes, machin. Et donc lui, il dit, ok, moi je change, ça sera plus, je serai plus dédié à Amon, je vais être dédié à Aton, au soleil, à la divinité solaire, et ça va être moi qui vais être le grand prêtre. Je veux plus de grand prêtre, je veux plus de sacrifice, je veux plus de tout ça. Et on va faire ça au jour, au grand jour. On va arrêter d'aller faire ça au fond des sanctuaires, dans le noir. On va ouvrir tout ça et on va changer. On va dégager toute cette caste-là de gens et on va se reconnecter à la divinité, au soleil, au dieu soleil, tu vois. Ok. Alors maintenant, ça te paraît bizarre parce que nous, on dit Amon-Ra. Mais avant Akhenaton, qui donc a pris le. Donc Amenhotep IV qui a pris le nom de Akhenaton, ils n'étaient pas reliés. Amon, c'était le bélier qui se battait contre le serpent, le gros serpent de l'univers toutes les nuits, et qui était victorieux, et qui était le vainqueur, et qui était le gagnant, et qui avait des grosses cornes, et qui avait des grosses couilles. Moi, je te dis ça, j'en rigole, petite parenthèse, parce que la dernière fois, on revenait avec ma fille, on voit une dizaine, une douzaine de moutons, là, comme ça, qui allaient commencer à bouffer les champs de là. Et du coup, on allait voir le berger, quoi, et lui dire, c'est normal que t'en as 10-15 qui sont là-bas. Il dit, ah, bah, c'est peut-être les béliers qui se sont barrés. Et du coup, on est repassé il est allé partir les chercher. Et on a dit, ah oui, c'est donc bien des béliers, hein, parce que c'est pas des mamelles hein, qu'ils ont. Donc voilà, ça suffit ces histoires de guerre la nuit, de machin, de sang, d'enrichissement personnel et de tout ce qu'on veut et de pouvoir comme ça temporel. On arrête et maintenant c'est le soleil, on change tout. Et on change de capitale, on va reconstruire tout le truc. Il est parti sur le Nil, ils ont fait une nouvelle ville, Tel El Amarna. Euh, Ils ont tout reconstruit et tout changé. Sauf que, évidemment, bah, ça n'a certainement pas plu à tu vois, à toute cette petite caste-là. Et ils ont fait tout un merdier, toutes des conspirations, des machins comme ils savent si bien le faire. Tant et si bien que on ne sait pas trop ce qui est advenu de Nefertiti, mais bon, d'un coup elle était plus là. Et puis lui, donc il est un peu parti en couille, le Akhenaton. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, comment ça s'est fini. Toujours est-il que ses successeurs, dans ses successeurs, on va avoir tout en Camon. Enfin, on a d'abord Horemheb et un autre, bon, tu vois, une reprise un peu de contrôle de tout ça. On remet vite fait, bien fait, les sacrifices à Amon. Et puis du coup, ben, comme on était un petit peu obligé et puis qu'on peut pas, tu vois, une fois que c'est gravé, hein, c'est pas comme des bouquins qu'on peut changer, ben, on va dire que c'est les deux, tu vois, c'est Amon-Ra, tu vois, c'est pareil. Mais c'était vraiment une première volonté historique dédiée de d'arrêter ces sacrifices de sang, d'arrêter de filer à une caste l'intermédiaire, tu sais, comment dire, ouais, l'intermédiaire en fait, le gars à qui tu files la commission, quoi, tu vois. Euh, le péage, la douane, la taxe, tu vois, qui se prend la taxe, c'est comme si c'était lui qui avait plus de communication que toi. Tu vois, sur Dieu ou sur tout. Et lui qui sait, et lui qui il faut que ça soit. Et donc évidemment, bon bah tout ça se fait avec la peur, avec le sang et avec l'habitude aussi. Quand on te dit bah ça a toujours été comme ça et que on n'est pas amené à remettre en question ce genre de choses. On n'est pas, tu vois, tu, 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 tu nais dans une famille, il y a telle religion, euh, t'es élevé dans ça. Et puis, c'est normal. Et
tu vois, et t'es rarement confronté. Enfin, c'est ce qu'il faudrait faire, c'est ce qu'on devrait apprendre à faire, c'est ce qu'on devrait apprendre à nos enfants, c'est ce qu'on devrait déjà euh, ne pas les obliger, ne pas les forcer finalement, tu vois, ne pas les forcer à rentrer dans telle ou telle croyance. Alors c'est difficile mais parce que quand tu crois, euh, quand tu crois que ce que tu sais, ce que tu vois, c'est la bonne chose, et ben c'est difficile. Tu vois, si on te dit tellement, bah oui, il faut baptiser ton gamin parce que s'il meurt, il ira pas au paradis. Tu vois, si on te fait tellement flipper, tu vois, c'est compliqué. Mais c'est vrai que au final, ça serait logique de pas imposer à ces gamins euh, quelque chose, tu vois, d'adhérer à le corps du Christ, le sang du Christ, ou, euh, ou autre, tu vois, bon, je connais pas bien les autres religions, mais bon, en tout cas, tu vois, je vois bien que chez les musulmans, bon, ben, on sait bien qu'on va saigner du mouton. Euh, Chez les juifs, bon, bah, t'as l'histoire de l'autre qu'on lui a demandé de sacrifier son fils, que finalement, oh, il a été sympa, le type, il a dit, ah bah non, finalement, allez, vas-y, file-moi le mouton, ça ira bien. Tu vois? Un peu un truc comme ça, quoi. C'est un peu tout pareil, quoi. C'est ce que je veux te dire, c'est que c'est un peu. Il y a il y a des. Même, il y a même les mêmes noms, il y a même les mêmes. Ils se basent sur le même début, tu vois? Le, le même. Le même scénario, au fait, au départ. Hein. Et puis ils ont pas les mêmes noms, alors putain, je sais plus. Je crois que attends, c'est lequel? C'est Djibril. Gabriel, c'est Djibril, tu vois. Enfin bon, tu vois, ça saute de l'un à l'autre, quoi, pour te dire bon, au final, tu sais, mettons-nous d'accord, mais on va tous un petit peu les briefer, les dominer, et puis on va tous dire que nous on est les mieux, que les autres c'est les pas bons, et regarde, ça se trouve, ils vont même pas se rendre compte, tu vois, qu'au final, on est censé tous parler d'amour, on est censé tous parler de tolérance, on est tous censés parler de trucs, sauf que on va être ultra intolérant vis-à-vis de ci, vis-à-vis de ça, vis-à-vis des uns, vis-à-vis des autres. Et que du coup, chacun croit avoir la bonne solution et chacun, évidemment, euh, ne fait pas le rapport. Tu vois, comme t'aimes tes parents, comme t'aimes tes machins, tu te dis, bon, bah tout le monde. Enfin, tu vois, on m'aurait pas raconté des conneries quand même, tu vois. Pourquoi faire? Eh ben, il y a des choses euh, comme la science-fiction qui rejoint l'alchimie, qui rejoint les, les savoirs ancestraux des gens qui vivent hors de ces bassins de conquête, tu vois. Parce qu'au final, regarde bien, chrétiens, juifs, musulmans, au départ, ils sont tous les uns à côté des autres. On est tous à côté. On est tous autour de la Méditerranée, on va dire, en gros, au départ. C'est un peu ça le truc. Après, d'ailleurs, nous, quand on parle de population, on parle des Indo-Européens. Alors, on est connecté aussi avec l'Inde, la Chine, mais on va dire que ce système religieux de domination des prêtres, au final, hein, on a toujours les trois ordres, donc les nobles, les prêtres, et puis bah, les autres, tu vois, bon, nous, dont deux petits nombres de dominants et l'immensité du reste qui se soumet à tout ça, qui se soumet et qui est soumis, j'ai envie de te dire. Alors, au départ, par ces histoires-là,
Et puis, comme tu sais que je continue, ils sont assez forts, hein, ils sont quand même assez forts pour glisser quand même des messages et des trucs comme ça, parce que je regardais donc des trucs sur les dieux, hein, les dieux grecs, et puis je regardais Athéna. Et Athéna, en fait, elle a pas que la chouette comme attribut, elle a aussi les serpents. Et comme serpent, alors donc je suis tombée sur des trucs qui sont très... C'est hyper intéressant, vraiment. Elle en a deux, elle a une, la couleuvre, oh putain, je sais plus quoi. Et il disait, oui, mais on peut très bien voir, c'est des races qu'on connaît très bien, et ils sont tellement parfaitement dessinés qu'on sait que telle là, c'est la couleuvre, elle est grande, parce elle a des yeux un peu qui font comme si c'était maquillé, et c'est un serpent inoffensif, voire même friendly avec les humains, tu vois. La couleuvre, je sais plus quoi. Et puis donc, par contre, quand elle est Athéna guerrière, là, elle a autour du cou une vipère qui a fait, ça lui fait quand même une petite corne comme ça. Et donc, c'est hyper précis. Du coup, ben, voilà, tu me connais maintenant, donc je vais regarder la fameuse couleuvre, ok, elle est comme ça, après je me renseigne sur la fameuse vipère, ok, elle est comme ça, ok. Donc du coup, j'apprends au passage que ce que ça veut dire, c'est que ça te raconte pas n'importe quoi, tu vois, ça raconte quelque chose, avec du véridique dedans, tu vois, c'est pas que du conte, c'est pas que du n'importe quoi, tu vois où je veux en venir déjà avec l'histoire des ogres et des machins, tu vois, comme on dit, il y a quand même pas de fumée sans feu sur les trucs. Donc je suis sur Athéna. J'avais pas fait encore le lien hein, avec ça. Je suis pas encore sur. Tu vois, je prends des infos, tu vois, puis bon, au final ça prend sens. C'est comme ça que ça se passe. Et puis, dans toutes ces histoires-là, donc il y a tout, il y a Achille, il y a machin, et j'avais déjà un peu passé sur le truc de Prométhée. Donc Prométhée qui va sur le mont Olympe, donc les dieux sont plus hauts que nous, hein, sont en hauteur. Donc ce fameux Zeus, et il y a Prométhée et Épiméthée, donc ils créent les humains, hein, voilà, ils créent, en fait, eux ils créent tous les animaux, tout ça c'est eux qui font. Sauf que ben ils se sont plantés, ils ont fait un humain, voilà, tout nu, il a pas de griffes, il a pas de crocs, il a que dalle, merde. Et, euh, et puis Mété, il sait pas trop quoi faire parce que du coup il a pas bien calculé son histoire. Du coup il va demander à son frère dit ah bah bouge pas, tu sais quoi, chut, dis rien. Et il va, il pique le feu, il redescend avec le feu, il file ça aux hommes. Et là, grosse colère de Zeus. Ouais, pourquoi t'as filé le feu aux humains? Bah tu sais quoi, pour qu'ils puissent se réchauffer cuire leur nourriture. Ouais, ouais, mais on n'est pas d'accord. T'as qu'à me demander. Résultat, il est puni, puis il est pas puni, genre un peu quoi. Là, lui, il est carrément attaché, ok. Et il y a un aigle qui se charge de lui bouffer le foie. Le foie, un organe qui se reconstitue. Et du coup, le foie se reconstitue, et quand le foie est reconstitué, l'aigle revient et rebouffe le foie, et ainsi de suite jusqu'à l'éternité. Bon, au final, il y en a un, je sais plus quoi, comment ça se finit, mais il est. Si, c'est Hercule. C'est Hercule, du coup, c'est un homme, ouais, quand même, un demi-dieu, qui vient le libérer quand même au bout de quelques temps. Tu vois, il le renvoie à l'ascenseur, un peu comme on pourrait dire maintenant. Mais, donc, bon, ça, je savais, j'ai regardé à nouveau, bon, ben, je regarde quoi, une statue ou deux, et je sais plus pourquoi j'ai regardé ça, mais dans la même veine que l'histoire des, des serpents d'Athéna, etc. Et on te dit les attributs en statue. C'est donc un petit ruban autour de la tête qui s'appelle un ténia, comme le verre, le ténia, tu vois. Et comme tirse, ça s'appelle un tirse, espèce de bâton, qui peut soit être une pomme de pin, soit une plante qui s'appelle la férule. Ah, bah tiens, alors qu'est-ce que c'est la férule? Et là, du coup, je tombe sur la férule. Alors, c'est une plante méditerranéenne, ombellifère. Alors, tu sais que, voilà,
Bref, ombellifères, ça me parle parce que l'école de Nancy qui fait les ombellifères. Bref, qu'est-ce que c'est comme ombellifère? Eh ben, c'est un truc qui est ultra toxique et puis euh, qui a il y en a plusieurs sortes, mais il y en a une notamment, elle a la propriété en fait un peu de t'adoucir, de t'anéantir un peu ta volonté. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'est-ce que je continue à dire? C'est que par extension, quand on dit être sous la férule de quelqu'un, et ça a été transformé, donc sous la drogue finalement, de... C'est ça leur truc, tu vois. Parce que je te dis ça, pourquoi? Parce que du coup, j'ai vu que Benoît XVI, donc c'est pas celui d'avant, mais c'est celui d'avant, Benoît XVI, François il est mort et là je sais pas comment il s'appelle, et ben ils sont représentés avec leur truc en férule là, tu vois? Et qu'au départ ils étaient censés battre les gosses avec ça, et que finalement ils ont transformé ça en, tu sais, les petites tapettes là qu'on voit trouées comme ça. Et tu sais, ils tapaient les mains des gosses au départ, le bout des doigts avec ce truc là, et après ils tapaient avec donc une petite tapette qui avait pris le même nom. Les gamins. Ok, les gamins qui viennent faire le chanter, les petits anges et les petits machins, ces fameux petits gosses, tu sais, dont on parle dans les affaires de curés, pédophiles, etc. Tu vois, les mêmes. Du coup, euh, voilà, je me dis mince, mais attends, est-ce que tout ça voudrait pas quand même dire quelque chose? Et sous leurs airs un petit peu comme ça, de trucs, de mythologie, de contes pour enfants, est-ce que ça voudrait peut-être pas un peu dire, là, tu vois, qu'il se passe un truc un petit peu grave, de, euh, de caste, d'une domination qui se cache sous des airs de gentillesse et de, tu sais, qu'on leur donnerait le bon Dieu sans confession, comme on dit encore, et que, bah quand même, quoi, c'est quand même, il y a quand même peut-être un petit peu de ultra-violence là-dedans. Il y a quand même un petit peu de, tu vois, d'avoir comme ça de se donner des symboliques très très sanguinaires, très très violentes, très très dominatrices. Alors, exactement, à l'égard, effectivement, on se rend compte des femmes, hein, du patriarcat et de la domination sur les femmes, les enfants, sur les femmes, les enfants, et je t'étends ça aux populations qui sont pas de la même qualité que toi, hein, pas de la même couleur, pas de la même contrée, pas de la même langue, pas de la même truc, mais comme finalement cette caste, elle a essaimé finalement à la tête un peu de toutes les populations, et ben au final, on arrive à ce que on soit tous les uns considérés, tu vois, motivés à se considérer les uns les autres comme les ennemis les uns des autres, alors qu'on est tous, ben, pas les nobles et pas les prêtres, donc un peu tous les serfs, on appelait ça les serfs, tu vois, les gens, quoi, les populaces, les sans-dents, il dit l'autre, là, tu vois, on est un peu tous comme ça. Et on est amenés tous à se batailler les uns contre les autres sans lever le nez, tu vois, sans se rendre compte que peut-être on est lancé comme ça dans nos inimitiés, dans nos guerres et dans nos trucs, sans se rendre compte que euh, bah il y a il y a des intérêts qui sont différents de nos intérêts. Il y a
ces castes-là qui sont assez intéressés par, alors, s'approprier beaucoup de choses. Alors là, je vais te faire un espèce de grand écart avec, avec d'autres considérations qui partent des mêmes recherches en ce moment, là, sur lesquelles je suis. Donc on en était sur les voyages, sur le commerce, et tu sais qu'à chaque fois, moi, si tu m'écoutes un peu, je te dis le plus grand bien que je pense d'Hermès, et là, tu vois, ça, hop, il a dégringolé bien comme il faut. Alors dans le sens où, bah, moi je suis toujours pour les échanges, je suis toujours pour s'ouvrir à la différence, commercer, échanger, partager, s'intéresser, s'ouvrir justement à des nouvelles façons, à des nouvelles cultures, à des nouvelles choses, et pour nous aider à nous remettre en question justement sur nos trucs qui semblent établis, tu vois, gravés dans le marbre et que finalement on peut toujours on peut toujours les questionner et les déboulonner s'il faut, tu vois. Je trouve que c'est sain. Par contre, ce que j'ai découvert aussi avec ces histoires-là, c'est c'est quoi? C'est que, oui, alors, commerce. Commerce par la voie maritime. On te dit, ça c'est quand même de notoriété publique, que euh, les Grecs avaient une grosse flotte, que les Phéniciens faisaient des commerces, alors que les Égyptiens, ils avaient aussi déjà des bateaux. Tu vois, c'est quand même pas nouveau qu'on va sur la mer. D'ailleurs, dans les pyramides, on a quand même trouvé un bateau. Donc c'est pas pour, c'est vrai. Il y avait pas, il y avait des bateaux. Dès les Égyptiens, il y a des bateaux. Il y a des bateaux. Bon, avec quoi on fait les bateaux? Du coup, je suis partie sur le charpente. Putain, comment on dit ouais, charpente de marine. Merde. Bon, on fait des bateaux, on fait des bateaux, on fait des bateaux. On fait des bateaux, on fait des batailles navales dans lesquelles on coule des bateaux. On fait plein de bateaux. Les Perses, ils avaient, je sais plus combien, 400 bateaux contre les Grecs à la bataille des Thermopyles, Salamine, etc. Ok, bon ça c'est des vrais trucs on dit, c'est des vrais trucs. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire un bateau? Et vas-y, c'est parti. Parce qu'effectivement, tu sais que ça aussi, ça m'a intrigué, c'est toujours encore une histoire des mêmes noms. On appelle un bâtiment. Un bateau, c'est un bâtiment. Donc c'est quand même, ça t'interpelle aussi, c'est vrai. Comment on fait les bateaux, avec quel bois, qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut qu'il soit droit? D'ailleurs, il ne faut pas forcément qu'il soit droit. Il faut comme il y a des parties de renfort qui doivent être tordues, on peut utiliser des parties comme ci, des parties comme ça, des parties comme ça. Ok, d'accord, hyper intéressant. Je tombe sur plein de trucs. C'est-à-dire que les Phéniciens, c'est où? Les Phéniciens, on va dire grosso modo, c'est le Liban. Ok. Le Liban, qu'est-ce qu'ils ont comme truc sur leur drapeau? Ils ont un cèdre. On dit, bah super, les Phéniciens, du coup, ils avaient plein de cèdres. Du coup, ils ont fait plein de bateaux. C'est pour ça qu'ils étaient des commerçants. Ah ouais, ok. Et d'accord, donc il y avait des. Avant là-bas, il y avait des arbres. Et, euh, et aussi, on te dit, bah les Perses aussi. Ah, tu dis, ah ouais, donc la Perse, c'est Turquie, Arabie Saoudite, Iran, ben, c'est entre la Phénicie, donc entre le Liban et l'Inde, quoi. Là, ouais, Arabie Saoudite, Iran, ben, Irak, tout, tout ce pays-là, que maintenant c'est des gros déserts. Et on te dit là, ils avaient plein de bateaux. Ah, bah, il devait y avoir plein d'arbres alors. Ah, ok. Donc, il y avait plein d'arbres, donc ils ont fait plein de bateaux. Donc, ils ont fait plein de guerres. Et puis, on te dit, quand tu regardes l'Égypte aussi, parce que moi, c'était un peu des trucs que mes parents y kiffaient, hein, mon père notamment, l'Égypte, c'était son truc. On te dit, l'Égypte, ok. Bon, pour faire des bateaux, il faut du bois, ok. Pour faire des constructions comme ça, on le sait très bien, pour faire des tours et des machins, pour faire des cathédrales, pour faire des bidules, il faut du bois. Il faut bien des échafaudages, il faut bien des charrettes, il faut bien des échelles, il faut bien des brouettes, il faut bien des...
ce qu'a brûlé là, à Notre-Dame. Il n'y a pas que du caillou, hein. En tout cas, pour monter du caillou sur du caillou, il faut bien monter avec quelque chose. Alors là, on te dit que maintenant, ou dans certains pays, ils font des échafaudages en bambou. Bon, bah avant, on n'avait pas de trucs en aluminium, on est d'accord. Donc il fallait bien quelque chose. Donc il y avait du bois. Euh, on te dit qu'en Égypte, il y a le sphinx, il avait les pieds dans l'eau. Que le Nil, il arrivait jusqu'aux pieds des pyramides. Que, ils avaient des bateaux. Bah, que l'Égypte, c'était ultra riche. Ok, bah, et maintenant, c'est quoi? C'est un désert. Je suis encore sur mes charpenteries de marine, sur qu'est-ce que c'est les assemblages, comment on fait, alors qu'est-ce qui... Il faut des chênes... bah, alors le cèdre, c'est parfait, le sapin, c'est très bien, le mélèze, ça va aussi, l'orme, c'est pas bon, ça pourrit, mais bon. Et que justement, bah, j'arrive sur... bon, tu sais très bien après que il y a eu... on revient à nos histoires de pirates. La France, la Hollande et l'Angleterre sont devenus des, avec le Portugal et l'Espagne aussi, des grosses puissances maritimes. À tel point qu'il y a un type qui a fait un bouquin que tu peux trouver encore, ça s'appelle Sylve, parce que je cherchais l'origine des noms, des trucs. Tu sais, Sylvia, Sylve, la forêt et tout ça. Qui a fait un bouquin et qui a fait un exposé à la Royal Society en disant bon, maintenant les gars, il faut qu'on arrête. On a détruit, on a pris tous les gros chênes, tous les gros arbres. Faut s'arrêter. Il faut arrêter. Et puis il faut planter. Il faut qu'on. Ils ont dit ah ouais, bravo, super traité, super truc. Et puis ils ont continué à tout prendre, à tout défricher, à tout, tu vois, à tout dégommer. Euh, Ce que je veux te dire par là, c'est que nous, là, on voit, oh bah, il y a le désert, il y a le désert en Égypte, tu vois, tout le nord de l'Afrique, c'est désertique. Moitié même. Tout, on te dit, ah putain, pourquoi, tu vois, quelque part, pourquoi ils se battent comme ça pour Israël? Le petit bout de terre là, où, tu vois, c'est pas, tu sais, ça a pas l'air d'être mieux que, tu vois, pas très agréable à vivre, très désertique aussi. Mais si t'imagines qu'à l'époque, tout ça là-bas, c'était boisé, giboyeux, tu vois, et que peut-être il y a euh, comme ça une possibilité que qu'il y ait des gens qui n'aient pas la même attitude, je veux dire la même attitude de bon sens, qui te diraient que euh, bah voilà, on a vu, euh, je reviens encore à mon enfance, encore un des grands mystères dont on a la réponse et qu'effectivement moi, j'ai pu voir en vrai aussi quand je suis allée à Londres au British Museum. On te dit que sur l'île de Pâques, il y a une petite île perdue au milieu du Pacifique qui s'appelle le nombril du monde. Bah, il y a des énormes statues, hein, plein, et il n'y a plus un seul arbre. Et qu'est-ce qu'on te dit sur ça? On te dit, bah ouais, les gars, en fait, ils ont tout coupé leurs arbres, ils ont fait des statues, ils ont érigé des machins, et puis maintenant, bah, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus personne. Il n'y a plus rien là-dedans. Parce que c'est mort. Il y a des grosses statues, et puis plus que dalle derrière. Que c'est plus habitable. Tu te dis, bon, tu vois, parce que moi, ça, je le sais depuis quand même longtemps. On te dit aussi que euh, sur les îles là, Kiwi ou je sais pas quoi, le dodo, un petit oiseau comme ça qui était sympa et tout, qui a disparu, qui n'existe plus. Et puis, tu vois, quand tu connectes un peu tous ces trucs-là, tu te dis, mais alors attends, ça veut dire que là, tout le tour de la Méditerranée, c'était pas du tout des déserts, c'était des forêts, parce que tu vois que l'Afrique, en dessous encore, c'est encore plein d'arbres, plein de forêts, enfin, c'était. Alors ça, je te fais la connexion avec, j'avais trouvé un mec, un Africain
qui faisait du business, et du coup, j'avais suivi, tu vois, ça m'intéressait de voir comment ça se passait là-bas. Donc, il parlait français, parce qu'il beaucoup parle français, enfin, voilà. Et à un moment, donc, il explique ses business, ses machins, ses trucs, bon, voilà, je regardais de temps en temps, c'était pas, tu vois. Et à un moment, il est tellement dépité, ça n'avait rien à voir avec son business, mais ça l'écœurait tellement qu'il a fait une vidéo sur ça. Il longeait la forêt, enfin ce qui était avant la forêt. Et là, pendant des minutes entières, en roulant à, je sais pas, 30-40 à l'heure, c'est des camions et des camions et des camions chargés d'énormes grumes de troncs de bois de forêt primaire, à perte de vue. Et il disait, tous ces arbres-là sont interdits à l'exportation. C'est interdit de les couper, c'est interdit de les envoyer, c'est interdit, tu vois. C'est interdit. Et ça se fait quand même. Parce qu'on en trouve toujours moyen de soudoyer un tel, pour qu'il n'y ait pas de contrôle. Bah, c'est moi, ça, c'est moi qui te dis ça, tu vois. Mais voilà, si c'est interdit et que c'est laissé faire, c'est bien qu'à un moment, on arrive à corrompre un peu des gens et des trucs pour faire ça. Et tout ça se connecte un peu, mais je me dis, mais putain, en fait, alors du coup, quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va épuiser des ressources. Et je peux t'en parler, mais très très concrètement, moi, de là où je suis. Quand je te dis que je suis arrivée au pied du Mont-Saint-Michel, je suis arrivée au pied du Mont-Saint-Michel, et ça m'a plu, et tout ça. Et au départ, moi, depuis longtemps, je dis toujours, mais pourquoi, tu vois, je comprenais pas. Bon, alors oui, c'était intriguant, et comment ça se faisait que c'était là. Les pyramides, les temples, les machins, les bidules, mais je me disais, moi, c'est pas, tu sais, c'est pas aussi merveilleux que la nature en vrai. Ces bâtiments, pourquoi on s'émerveille alors qu'on devrait s'émerveiller, pardon, vachement plus de la nature, quoi. Tu vois, ça me paraît vachement plus merveilleux, en fait. Et donc je me dis, bon, bah tiens, c'est bizarre, ok, donc le Mont-Saint-Michel, bah ça me plaît ici, mais c'est surtout, j'aimais bien, voilà, la campagne, les moutons, les machins. Et puis, l'endroit où j'habite, ça s'appelle Ardevon. Je me dis, bah tiens, d'où ça sort ce nom? J'aime bien un peu, tu vois, suivre les trucs. Et je cherche un peu et je me rends compte que ça vient de Arde, la racine, encore arbre. Il y a sylve et il y a arde aussi, c'est plutôt du celte. Et ah bon, et du coup je creuse, enfin tu vois, je suis le sujet, et en fait, ici, là où je suis, où c'est des champs de carottes et des champs de maïs et des champs de trucs, il y a encore quelques-uns qui restent, mais c'était que des bois. Tu sais, les bois des druides où on va cueillir le gui et qu'on respecte et tout ça. C'était des bois. Et du coup, même c'est devenu un truc de rigoler avec ma fille, parce que des fois, voilà, on parle de tout un tas de trucs, puis tu sais, comme ça, d'un coup, je dis, ah, tu sais pas, Joséphine, au moins, ce que j'ai appris là, tu sais quoi? Elle me dit non, quoi. Je dis, bah, tu sais, Ardevon, tout ça, avant, c'était des bois. Mais tout le temps. Enfin, tu vois, je lui fais des beautés comme ça. Donc maintenant, elle me le fait aussi, tu vois. Mais parce que du coup, ça. Et ben, tout ça pour te dire que, oui, en fait, on peut arriver à épuiser et on peut arriver à transformer euh, les conditions de vie. Et c'est-à-dire que il faut imaginer que là, euh, ben, si avant il y avait plein d'arbres et que un arbre c'est assez éternel comme truc, c'est, tu vois, on parle de longue vie, de machin, la nature, encore de mes pérégrinations, j'avais fait une pérégrination comme ça, on était parti au Portugal. Et en suivant n'importe quoi, les petits chemins, les machins, un truc comme j'aime bien le faire, tu vois, comme je le fais en faisant des recherches, je me laisse naviguer au fil du courant, ben pareil en voiture, et je vais là, je tourne à gauche, à droite, je sais pas quoi, j'arrive à un endroit, c'était le nord de l'Espagne, la Galice, là, et putain, je tombe sur un endroit, mais alors moi j'ai pas vu machin, Jurassic Park, mais je te jure, je me serais cru dans ça. On sort comme ça d'un sorte de petit sous-bois, on arrive sur une espèce de plage avec comme une falaise qui tombe dans l'eau, mais un truc vraiment très et des gens qui font un peu de surf là-dedans, mais un truc, tu sais, vraiment une espèce de grande falaise toute seule avec, tu sais,
rien, et un petit ruisseau à la fois de là d'où on venait, où il y avait une espèce de vieille petite chapelle complètement abandonnée, désaffectée, machin. Et là, on tombe sur quoi? Un truc de fou. Un vieux, mais genre vieux, noyé. Mais tellement vieux qu'on n'arrivait pas à faire tout le tour du tronc principal comme ça. Mais tu voyais bien que dedans était tout pourri, mais il y avait tant de petites redéparts à la souche, à la racine et tout ça pour te dire que ce truc-là, en fait, il avait complètement les pieds arrosés tout le temps par le petit ruisseau qui arrivait là-bas et qui se jetait dans cette espèce de plage de fin du monde, là, trop chelou. Et tu te dis, mais en fait, ce machin-là, ça devait être ultra vieux, mais tu sais que en gros, les arbres, ça meurt pas. Moi, j'en ai vu un là, j'en ai rencontré un à Ibiza, un chêne. Mais il avait des branches. Mais tu aurais vu, c'était immense, énorme. Les branches, elles faisaient comme des immenses bras qui allaient hyper loin, qui reposaient par terre. C'était un truc de fou. Et d'ailleurs, je rejoins le gars qui faisait le bouquin là, pour la Royal Society pour dire qu'il faut arrêter de couper pour faire des bateaux. Il disait, bon, il faut, pour un bon chêne, il faut 150 ans. Ok? Alors, je vais essayer de me dépêcher, mais bon, voilà, il faut bien que je pose un peu les sujets dans l'affaire, parce que, tu vois, c'est quand même important, tous ces trucs-là. Enfin, important, ouais. Imaginons que, tu vois, si on dit, ta petite maison, ton petit jardin, imagine on a tous une maison, un jardin. T'as 3 arbres, ou t'as un arbre. C'est ton arbre qui te donne ton oxygène. Si tu coupes l'arbre, t'as plus d'oxygène. Si t'as plus d'oxygène, tu vis pas. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu crois que tu coupes ton arbre? Ou est-ce que tu te sers de ces petites branches, de ces petites feuilles? Est-ce que tu trouves pas des solutions pour garder ton arbre, garder ton life provider, quoi, tu vois, ta nécessité vitale? Normalement, si. Bon, il faut s'imaginer que on est tous sur ce petit caillou qui flotte, qui est un paradis terrestre, dont on n'est pas tombé, on est dessus. Tu vois, et il est là. Et pourtant, et même si on dit, ouais, vas-y, il faut arrêter de couper les arbres, il faut arrêter de couper les trucs, faudrait arrêter. C'est interdit de couper ces arbres-là. Il faut arrêter de mettre le feu à l'Amazonie pour mettre des vaches qu'on va manger. Euh, et pourquoi on le fait encore alors du coup? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi ça se fait encore si c'est interdit? Pourquoi les types qui font ces genres de dessins viennent nous dire, et les gars, les mecs Raoni, tu te souviens? Moi je l'ai pas vu, le Mimiciku, ça j'ai pas vu comme film, mais je sais très bien que les chefs qui gardent l'Amazonie, ils viennent nous voir et nous disent, ok, c'est nous qui habitons là-bas, mais c'est à tout le monde. C'est les poumons de la terre, c'est pour tout le monde. Alors faites quelque chose. Et pourquoi on continue? Pourquoi euh, pourquoi ça se fait toujours d'aller détruire, couper ces arbres qui, qui ont des centaines d'années, qui nous font l'air, mais nous font l'eau? Parce que c'est des pompes, c'est des pompes à eau, c'est des transformateurs d'eau salée en eau douce, on va dire. Hein. C'est ça qui régule le cycle. Je sais pas si tu vas voir. Ça fait de l'air, ça absorbe le CO2, et en plus, ça fait de l'ombre, ça garde l'eau, et ça la purifie, tu vois, et ça la transforme. Donc ça nous fait toutes les choses dont on a besoin. L'air, l'eau, ça nous fait de l'ombre et pousser les végétaux dont les animaux se nourrissent.
Donc clairement, concrètement, comment ça se fait que, bah, malgré ce savoir, malgré le fait, alors, qu'on puisse le constater, alors ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut peut-être pas le constater soi-même, sur pièce, j'ai envie de te dire. Parce que nos vies sont petites. Elles sont pas très longues, mais quand même, de pas très longues à... On peut quand même déjà voir. Regarde, moi j'ai 49. Euh, je suis pas née, il n'y avait pas de téléphone portable. Il y avait tout juste le téléphone. Il y avait tout juste la télé. Il y avait tout juste, tu vois, tous ces espèces de trucs très nouveaux tu vois, on peut voir le monde changer. On peut voir, tu vois, moi-même je m'étonnais en me disant, ah, putain, la plongée sous-marine, l'équipement et d'avoir l'eau, machin, l'air comprimé bidule, là, ça date que des années 50. Tu vois, je regardais comme ça Cousteau et tout ça, mais je me rendais pas compte en fait que c'était quand même hyper récent tout ça, tu vois. Dès que effectivement tu vis avec ça, tu dis, bah, un peu comme le désert du Sahara, tu dis, bon, bah, le Sahara, en fait, bon, bah, ça a toujours été comme ça. Et en fait, non. Et en fait, non. Et le Liban, eh ben non, avant il y avait plein de cèdres, et en fait, toute la Perse, tout ce qui est désertique maintenant, eh ben c'était rempli de vie, d'arbres, d'oiseaux, de faucons, de je sais pas quoi. Tu vois, c'était pas juste des déserts inhabitables, insupportables. Et, bon, ok, d'accord, tu dis, ok, bon, bah, alors pression un peu, mais tu dis, ben nous, si on est, tu vois, si on peut se transmettre, si on peut se transmettre le savoir et tout ça, bah, normalement, ça devrait s'arrêter, tu sais. Puis c'est là que tu retombes sur ça et qu'on te dit, là, ça, t'as dit, ah oui, la parole c'est d'argent, mais le silence est d'or, et qu'est-ce qui a plus de valeur, c'est l'or. Alors ferme ta gueule, ferme-la. Ben non, en fait. Du coup, il faut pas la fermer, en fait. Il faudrait... euh, et c'est pour ça que ça se transmet aussi. Tu vois, on te dit, les druides, ils transmettaient de bouche à oreille, etc. Bah ouais, parce que c'est tellement facile de piquer un livre, euh, soit de le transformer, soit de le brûler, soit de le jeter, tu vois. Et même quand ils en avaient, ils étaient pas contents. Même les trucs gravés sur les temples et tout ça, ils arrivaient à les détruire quand même. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je te parle. Là, c'est un peu un truc long et lourd et peut-être que de toute façon, je vais être amenée à t'en reparler et encore et encore et encore. Et tu vois, j'écoutais tout à l'heure une nana à la radio parce que tu vois, mes vadrouilles, ça marche tout le temps. Bah pareil, une nana qui a 50 ans, qu'à mon âge, qui a déjà eu 2 cancers et qui s'insurgeait sur le fait que ben on sait en fait il passait c'était l'émission c'est la Terre au carré, ça s'appelait la tête au carré, mais maintenant c'est la Terre au carré. Mathieu Bidard sur France Inter, je fais de la pub parce que c'est une super émission et ça rejoint ce que d'autres infos que j'ai. Le type il disait bah oui, on mange des trucs hyper toxiques, des produits machins transformés, ça vient de là, tu vois. Et j'écoutais par ailleurs un truc puisque ma fille donc fait de la biologie. Et j'écoutais quelqu'un qui disait, ouais, mais regardez, on savait très bien déjà quand on a commencé, c'est après-guerre. Après-guerre, les Américains, on a changé d'agriculture. C'était des petits trucs, c'était de la culture extensive, comme on disait. Donc des petites parcelles, des petites fermes, plein, plein, plein. Et puis d'un coup, on a fait des trucs intensifs avec des énormes hectares et des hectares. Du coup, bah, pour faire des trucs à ce niveau-là, bah, tu peux plus faire ça avec tes bœufs, avec ta petite charrue. Bah non, bah, on va te vendre un tracteur. Tu vois, donc je reviens à ma fille, elle bosse ici en Normandie. Bah, nous, on n'était pas trop de la campagne avant, mais voilà. Et ben, elle a une de ses collègues qui est devenue une copine, qui bosse avec un mec qui fait, qui fait qui conduit les moissonneuses-batteuses, donc on dit des batteuses. Et le type, donc elle me rapporte que sa copine lui dit que son mec dit ça, dit oh les nanas, elle se pâme devant les mecs qui ont des Ferrari, des machins, elle saurait combien ça coûte
nos tracteurs, ben, je te dis que c'est de la gnognotte en fait, une Ferrari quoi. Comparé à ce que ça coûte d'avoir une moissonneuse batteuse et un machin. Et donc justement, ils mutualisent ça et eux, ils vont faire les boulots pour plein d'exploitants qui n'ont pas les moyens de s'acheter. Tu vois, comment on tient aussi les gens? Bah voilà, on fait des gros trucs. Après, bah oui, bah faut acheter des machines. Bah si t'as pas les thunes, bah tu fous des crédits. Et comment ça se fait que les types, ils ont pas, ils arrivent pas à s'en sortir alors qu'avant, t'avais une ferme, tu vois, même de la Deuxième Guerre mondiale. Moi, j'avais un bout de ma famille tu vois, qui vient vraiment de la terre, complètement. Ceux qui avaient une ferme, ils étaient les rois du pétrole, tu vois. Tu vois la traversée de Paris, bon bah voilà, c'est ça, ils avaient des confitures, ils avaient de quoi bouffer, ils étaient machin, tout allait très bien, tu vois. Euh, Tout ça pour te dire que euh, la, la- la question des changements de société, elle est récente euh, et que donc le type dans 75 dit oui, on sait très bien les cancers ça vient parce que on commence à avoir trop de trucs, produits toxiques, trop de machins toxiques, trop de bidules, trop de pesticides, trop de merde et que à côté de ça, il y a eu des contre-feux et ça c'est une chercheuse que j'entendais dire ça, qui disait ouais attention parce qu'on parle beaucoup de génétique maintenant, on dit oui c'est génétique, c'est génétique, c'est génétique. Dit ça, ça a été des contre-mesures qui ont été balancées par justement l'industrie agroalimentaire, tu vois, pour dire ah ouais mais c'est pas nous, tu vois, c'est génétique. Et du coup, pendant, allez, 75, ouais bah et voilà, 50 ans là, on commence à dire oui c'est génétique, recherche génétique, bidule truc génétique, Angelina Jolie, qu'on lui a pris un cancer du sein, donc elle se fait enlever ses deux seins, génétique, tu vois. Ça arrive jusque dans... euh, tu, tu vas me dire Angelina Jolie, c'est pas le concret des gens. Bah si, c'est le concret des gens, tu vois. C'est le concret de ce qu'on sait, des popins, des grandes semondes, des bidules, de la mode. Ah bah si Machine, elle porte ça, si, comment elle s'appelle, Kate Middleton, elle a ça, et ben alors ça se vend super, tu vois. Oui, on fonctionne quand même sur ça. Depuis des millénaires, on fonctionne sur ça. Depuis que tu vois, bon, je reviens à l'alchimie. Je te perds peut-être, mais euh, ils avaient découvert un colorant. Il fallait 10 000 coquillages pour faire 1 gramme de colorant. Évidemment, c'était les plus riches, les prêtres, hein, encore eux, hein, qui avaient, tu vois, ou les rois ou les machins qui se coloraient avec cette pourpre-là. Et tout le monde en voulait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que ça marche. Bon, donc on te dit, voilà, ah bah non, ah bah non, c'est pas ça. Ah bah non, c'est pas les produits chimiques, c'est la génétique. Ah bah non, c'est pas le, tu vois, c'est pas parce qu'on a coupé tous les arbres, hein, on sait pas, c'est bizarre, tu vois. Pourquoi là il y avait des coquillages avant moi je me souviens, bah même à Cannes, hein, un peu les hauteurs de Cannes, j'avais une famille qui avait une maison, et j'allais là-bas quand j'étais petite, là, rue du Petit Juas, et ben je trouvais des coquillages dans la terre, tu vois. Alors que la mer, maintenant, c'est plus du tout là, tu vois. Il y a des... Et il y a quand même, il y a plein de traces, il y a plein de preuves, il y a plein de choses, il y a plein de... Et on te dit, ah ben non, il n'y a pas de changement climatique, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Ok. Alors ok, il y a des cycles, moi je suis la première à te dire, il y a des cycles, des trucs. Mais il y a quand même un impact qui est impressionnant. C'est de se dire pourquoi on nous parle de CO2 et de carbone et de machin, et que tout simplement on n'arrête pas de couper des arbres. Et qu'on nous vend encore du parquet et des trucs, et que c'est pas cher, et que même ça, tu vois, ce petit truc-là que j'ai acheté, et ça me rend dingue quand je vois le tech. C'est beau le tech, on adore tout ça. Mais il faut arrêter les gars, tu vois. Dans un appart des années 70 que j'avais, là, le tout premier petit appart, toutes les huisseries, elles étaient en bois, c'était des bois exotiques. Et ce genre de bois qui n'existe presque plus maintenant. Quand tu vois des photos des gars, il y a des grumes, mais elles étaient énormes, immenses.
Tu sais, où tu rentres trois quatre gars dans la largeur d'un arbre. Tu vois, ce genre de truc, quoi. Et, euh, et oui, 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 on épuise la planète. Oui, oui, oui. Et oui, on n'arrête pas. Et oui, ça continue. Et oui, euh, c'est comme si, c'est comme si, euh, tu sais, quand on nous dit, pareil, moi j'avais d'autres grands-parents de l'autre côté, c'était des, ils avaient fait construire une maison, ils avaient fait tout un vitrail sur la conquête de l'espace et trucs et trucs. Et je repensais à ça et quand ils nous ont vendu le coup, oui, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Mais putain, est-ce que t'as envie d'y aller à vivre sur la Lune? Moi je l'aime bien la Lune et tout. Mais est-ce que t'as envie d'y aller? Ben non. Est-ce qu'il y a des arbres? Non. Est-ce qu'il y a des rivières? Non. Est-ce qu'il y a des petites fleurs? Qu'est-ce qu'on en a à battre d'aller s'escrimer à aller sur la Lune, sur Mars, même topo, sur Vénus, sur machin? Il n'y a rien qui est habitable. Rien. Par contre, nous, notre paradis terrestre, il est là. On les a, les figuiers, on les a, les cerisiers, on les a, les abricotiers, on les a, là c'est les poires, les pommes, on les a, les tomates, on les a, les melons. Et, euh, et les animaux? Est-ce que tu crois que les Maasai, dans leur désert, ils les tuent, leurs chèvres? Ben non. Ils sont dans leur désert, ils s'occupent bien de leurs chèvres et de leur faire des petits, ils boivent le lait et des trucs. De temps en temps, quand ils sont obligés, ils leur prennent un peu de sang et tout ça, mais jamais ils les tuent. Les vaches, c'est sacré. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin euh, de faire couler le sang. On n'en a pas besoin. Alors nous, euh, on est là avec notre communauté d'humains et avec notre communauté d'animaux. Et tu vois, tu sais très bien, voilà, je te l'ai dit, moi je pense qu'on n'habite pas, qu'on n'est pas tout seul dans un univers aussi immense que ce que c'est, tu vois bien, quand même, franchement, quoi, pas déconner, quoi, tu vois. Parce que même nous, tu vois, t'es petit, bon, tu vas dans un désert, tu crois que, genre, admettons, le désert c'est mort, ok, c'est mort, mais tu vas un peu plus loin, bah, tu trouves de la vie, tu vois ce que je veux dire, donc bon. C'est comme si, et c'est pour ça que je t'avais sorti cette histoire-là, ça c'est, on va te dire, c'est onirique, on va te dire, c'est du délire, c'est des gens ils n'ont pas vu les Marvel, ils n'ont pas lu tous les bouquins, ils n'ont pas vu X-Files comme moi, ils n'ont pas vu tout ça, ils n'ont pas lu Stephen King, ils n'ont pas, tu vois, ils n'ont pas tout ça. Par contre, qu'est-ce qu'ils viennent te raconter? De quoi ils te parlent? De cité? De, de gens comme ça qui sont pour le bien, de guerriers, de trucs qui ont l'air d'être invisibles, de voyages dans l'espace. Euh, Et puis, à côté de ça, ils te disent, mais les gars, il faut arrêter, il faut protéger nos arbres, il faut protéger notre vie, il faut protéger notre paradis, il faut protéger notre planète et nos enfants, tu vois. Il faut arrêter de déconner. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est que nous, euh, on n'a pas les moyens, tu vois. Ils te disent, mais on se soigne avec les plantes, on y arrive déjà. Les mecs qui ont creusé le canal de Panama, ils ont commencé à tous crever et c'est une tribu de guérisseurs qui les a guéris avec les plantes. Les Kalawaya. C'était ceux où je m'étais intéressée parce que je vendais de la maca avant, bref. Et c'est pas grâce au médoc moderne, tu vois. C'est grâce à... Regarde de quoi il te parle. Il te parle de la nature luxuriante. Il te parle de vivre, tu vois, au milieu de cette nature luxuriante, d'en faire partie. Ça c'est des récents. On n'a pas, en tout cas nous,
les pauvres de nous, les serfs, là, les humains, on n'a pas les moyens de trouver un autre endroit. Si tant est qu'il y ait des gens qui aient la possibilité de le faire, nous, on est déjà dans le paradis. Qu'est-ce que tu veux qu'on trouve mieux comme paradis? Tu vois, honnêtement, qu'est-ce que tu veux trouver de mieux? Mais peut-être que, faudrait arrêter de transformer l'or en plomb. Il faudrait arrêter d'épuiser la planète. Et si les dirigeants, ou je sais pas qui, tu vois, étaient pas corrompus, étaient pas amenés là justement, tu vois, en croyant que peut-être eux, ils peuvent échapper à ça. Mais personne peut échapper à ça. Tu vois, je veux dire, c'est comme dans les films. C'est comme dans Tolkien. C'est comme dans, ma fille, elle regardait l'histoire sans fin. Oui, ben l'ombre, elle rampe, elle envahit. Maintenant, la pollution, on sait d'où elle vient et on sait qu'elle va partout. On parle des microplastiques, des machins. Tu sais ce que c'est la première pollution de microplastiques? Moi, je ne savais pas, j'étais sur le cul. C'est les pneus. Ce qui fait le plus de microplastiques, c'est les pneus. Et ça, des pneus, regarde ce qu'on en consomme, regarde ce qu'on en fait. Et on les recycle pas, et on n'en fait rien, et c'est un vrai merdier. On change ça tous les 2 ans, tu te rends compte la consommation qu'on a? Et il se passe concrètement rien. Et je te dis, on a beau interdire, on a beau dire, on a beau faire, c'est-à-dire qu'il y a bien un moment, à un endroit, quelqu'un qui s'en fout et qui va aller faire ça autre part. Non, je sais pas, moi ça me semble quand même logique de se dire, mais attends, si on nous faisait tout simplement comme je viens de le faire, t'as un chez toi, t'as un arbre, ça te file de l'oxygène, de l'eau et de tout ça, et si tu l'enlèves, tu meurs. Bah tu l'enlèves pas, t'es pas con. On est tous pas cons, tu vois. Par contre, si on est plein et qu'on nous dit, bah, c'est comme ça, et pas, tu vois, c'est pas, cherche pas, fais ce que, tu vois, t'occupe pas, ne remets pas les choses en cause, en question, et ferme ta gueule, le silence est d'or, tu vois. Moi, je t'en ai déjà parlé de Claire Sévrac. Claire Sévrac, elle était là pour dire, elle était journaliste et tout, et à un moment, tu vois, comme on dit journaliste d'investigation, elle disait, ouais, parce que elle entendait comme quoi les mecs font exprès d'empoisonner la bouffe, les trucs, les trucs. Elle voulait investiguer pour dire non, c'est pas vrai. Et ben en fait, c'était vrai. Elle a fait du bouquin, elle a fait des trucs, elle est morte. Alors, tu vas me dire, oui, je suis complotiste. Ben ouais, je suis pas complotiste, mais tu vois, pareil, moi, je l'ai pas vu, moi, je l'ai pas lu, je l'ai pas vu, puis ça me saoulait, mais j'ai quand même assez entendu parler de ce film-là. Le dormeur doit se réveiller, d'une. Il faut qu'on se réveille, les gars. Il faut vraiment qu'on se réveille. Il faut vraiment, alors, qu'on pousse le bouchon jusqu'à dire jusqu'où ça va. Jusqu'où ça va le délire. Avec le corps, le sang. Euh, mais de partout, on te parle de trucs démembrés. Ouais, voilà, un truc d'une violence extrême. De bouffer de bouffer de l'humain. Hein? Je te dis, les ogres, moi je suis née avec ça. C'est pas moi qui les ai inventés, les ogres. Bon, d'où ça sort, quoi? Euh, c'est pas moi qui ai inventé qu'on te dit, bah là-bas, c'était super luxuriant, et puis maintenant c'est tout foutu, c'est tout mort. Bon, et c'est pas moi qui invente qu'on continue, et on continue, et que ça ne s'arrête pas. Et que moi, au niveau de ma vie à moi, je vois pas la différence. Je te dis, moi, ici, ça s'appelait Ardevon.
Je suis arrivée au bout de la rue, il y avait plein d'arbres, et encore il y avait plein d'arbres. Et ben d'un coup, il y a des gens qui sont arrivés, ils ont tout coupé. Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'on a besoin d'arbres. Pour faire quoi? Du parquet, de la vente, de l'argent. Euh, D'accord? Pour faire quoi? Tu vois? On le sait, on l'a vu tous. On a lu Picsou. Est-ce qu'il est content, oncle Picsou? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est dans son bunker avec plein de pièces? Est-ce que ça va bien? Bah non. Alors? Bon, bah alors. Tu sais? Et pourquoi ça change pas? Pourquoi ça change pas? Ah, parce que tu comprends, on peut pas faire autrement, parce que... Ah bon? Et nous, on vient de voir qu'on peut faire autrement. On a vu Covid, on a vu machin, on a vu bidule. Donc, euh, qu'est-ce que je peux te dire comme conclusion? Ben, fais ce que tu... Ouvre les yeux, regarde, renseigne-toi, suis ton cœur, euh, connecte-toi à toi-même, à la nature. Est-ce que le message, tu l'entends? Est-ce que le message qui crie, qui hurle partout, avec les animaux qui nous montrent comment ils sont gentils avec nous, comment on pourrait être gentil avec eux, comment on pourrait vivre dans ce paradis terrestre, tu vois? Alors, c'est hyper désagréable parce qu'effectivement, on n'a pas envie de faire ce constat-là en se disant ouais, mais on n'y peut rien. Ouais, mais du coup, si on est tous comme ça, et ben juste, on, on va laisser notre planète mourir. Alors, ok, nous, là, dans cette vie-ci, on va pas le voir. Ça va pas être de notre... bon, sauf si on... Tu vois. Mais, a priori, quand même, on va pas le voir de notre vivant. Mais quand même, est-ce que ça nous importe quand même pas, un peu? Et pour nos enfants, et pour la vie, et pour le fait de se dire quoi, et alors quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sautent de planète en planète comme ça, et puis que, tu vois, on dit Mars, il y avait de l'eau avant. Ah ouais? Bon, bah, et où parti? C'est un... Tu vois? Parce que, est-ce qu'on va pas quand même risquer de faire de notre petit paradis sur Terre ben, un immense désert? Est-ce que, est-ce qu'il y aura des bunkers? Est-ce qu'il y aura des... Et puis pour faire quoi? Parce que moi je l'ai essayé le bunker. Je l'ai visité. Pareil, je te dis, moi j'avais quand même un père qui était assez intéressant. On est allé dans les météores aussi en Grèce. Euh, et dans les météores, bah, ça c'est des temples qui sont perchés sur des espèces de gros cailloux là. Et puis à côté de ça, bah, il y a des cités enterrées souterraines. On est allé dans la cité souterraine. Notre guide, il a failli crever parce qu'il y a eu une coupure de courant et qu'il y avait des espèces de pièges comme ça, des espèces de puits calés ou d'aération ou je sais pas quoi. Et heureusement qu'il a shooté dans un petit caillou, qu'il a entendu que ça faisait cling, 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 cling. Et sinon, il avançait tranquille et c'était fini pour lui. Non, on peut pas vivre sous terre, on peut pas vivre sur terre, on peut pas. Euh, il n'est pas question, voilà, de laisser tout ça mourir, de laisser des types comme ça, là, pas se foutre de notre gueule, quoi, hein, très clairement, hein, nous parler d'amour et nous vendre pas du tout le truc de l'amour, quoi. Tu vois, j'ai envie de te dire, encore une fois, je te parle de Tim Burton, mais regarde Mars Attacks. Les mecs, les extraterrestres arrivent, nous venons en paix, nous venons en paix, et ils tirent sur tout le monde. Bon, c'est drôle et tout, tu vois. Mais. Tu vois, c'est à peine déguisé, quoi. Nous parlons d'amour, et regarde. Ouais, non, je pourrais te raconter une blague de mon cousin, mais bon, je le ferai pas, mais c'était une des meilleures blagues de. euh, Elle est un peu grivoise, mais en vrai, c'est. Bon, voilà, et ils se foutent quand même bien, bien, bien de notre gueule, tu vois. Alors, est-ce que les. Est-ce que. Voilà, est-ce qu'il. Comment ça se fait? Bon, en tout cas, le constat, il est là. C'est que toi et moi, on est normaux. On nous dit, putain, ça craint, il faut arrêter. Et depuis le XVIe siècle, là, le Sylve, là, tu regarderas le bouquin,
du mec devant la London Royal Society, là. Et ça se fait pas. Ça ne se fait pas. On n'arrête pas. Encore une fois, de mes choses concrètes. Euh, Quand je cherchais ma maison, mon appart et tout, bon, je me suis retrouvée à vadrouiller dans l'Hérault. Et bon, on mangeait chez des potes qui avaient invité leurs voisins. Et le gars, c'était un mec de 20 ans qui était bûcheron. Je dis, bah alors comment ça se passe? Moi, j'étais déjà pas trop pour, hein, mais voilà. Je dis, bah, tu vois, lui, c'est son métier, c'est son truc. Il kiffe être dehors, il adore les arbres, tu vois. Donc il est dehors, il est dans la nature, il est dans les forêts, bon, il les coupe. Et il me disait, mais même nous, euh, moi, des fois, il y a des gros chênes et des trucs, et on essaye. On appelle nos patrons et tout ça pour pas les couper. Les gars nous disent coupez tout, tu vois. Avant, les bois, on ne faisait pas ça, on faisait pas des coupes rases. On allait, on sélectionnait les vieux arbres, les machins, tu vois, on prenait les bons arbres, on laissait les autres pousser. Maintenant, ils arrivent, ils rasent tout. Ça fait des coupes rases comme le feu, comme... c'est, c'est, c'est infernal. Bon, alors, qu'est-ce que... J'ai pas... Juste, en tout cas, peut-être... moi, je vais arrêter, ça fait longtemps que je parle, et puis il y a ma fille qui essaie de m'appeler. Mais, putain, ce que je veux te dire dans ça, voilà, bon, j'avais sorti les cartes, c'était les mêmes que la dernière fois qui sont tombées, j'étais mort de rire. Bon, en même temps, c'est Michael, cercle des cristaux, harmoniser les chakras. Ok, ok, il y a ça. Il y a les cartes, il y a essayer d'aller bien, il y a essayer des trucs. Mais, sans déconner, la perspective là, il faut pas la perdre, tu vois. Et ça veut dire que, voilà, on est des voyageurs aussi dans les mondes, dans les espaces-temps. Euh, Là, on est sur Terre, tu vois. Et on est là aussi pour protéger ce truc-là, tu vois. On est aussi là pour voir ce qui est en gros, tu vois, c'est des expressions comme ça à la con, mais l'arbre qui cache la forêt, noyer les poissons quand même. J'ai pensé à ça, j'ai dit, putain, noyer les poissons. Faut quand même y aller. Ouais, on nous noie le poisson, s'il te plaît. On nous vide les océans, on nous fout les arbres. Mais pourquoi? Pourquoi? Pour faire quoi? Les gars, ils prennent tout ce qu'il y a comme poisson, ils rejettent la moitié, ils prennent genre une espèce de poisson. Mais tu sais quoi? Mais arrête. Arrêtez quoi? Tu vois? Des capacités psychiques et des capacités... Bon, je les garde, je te ferai un... Je te... Voilà, est-ce que ça dit avoir foi en nous, prendre conscience de tout ça et puis faire les petites choses qu'on peut faire. Mais putain, ouvrir les yeux, se réveiller, regarder les choses. Bon, allez, je te laisse, ça insiste. De toute façon, c'était déjà assez long. Bref, pensons à l'amour. Voilà. Et arrêtons les religions et se battre les uns contre les autres. Et prenons... Nos actes comptent. Chaque acte compte. Ton acte compte. Ta motivation. Ton cœur compte. Faut pas renoncer. Allez, je t'embrasse. Fort. Bisous.